La chaleur de Los Angeles, même en soirée, pesait sur l'air du jardin où se tenait la réception. Tout était démesuré. Des guirlandes de cristaux suspendues aux chaînes centenaires, le murmure des 300 invités vêtus de haute couture, et le faste écrasant du Bel Air Hotel, choisi par ma nièce pour ce mariage qui devait être l'apothéose d'une réussite familiale. Mais pour moi, Camille, cet événement somptueux, était qu'une magnifique cage dorée. Une scène parfaitement éclairée pour le spectacle que je redoutais depuis des semaines. La performance d'Eleanor. Eleanor, ma belle-mère, était le soleil noir de notre constellation familiale. Pendant 20 ans, j'avais été son ombre, son souffre-douleur désigné. L'anomalie qu'elle pointait du doigt pour expliquer tout ce qui n'allait pas dans sa vie ou celle de son fils. Elle possédait cette capacité rare de transformer une simple remarque en une arme chirurgicale. Toujours en public, toujours avec un sourire de pitié forcé qui rendait l'insulte 100 fois plus douloureuse. J'avais ravalé des torrents de mépris silencieux, des pics sur ma carrière, mon mariage raté, ou même la manière dont je coupais le pain. Mais la blessure la plus profonde, celle qu'elle exploitait sans cesse, était le divorce d'Eleanor et de Mark, mon beau-père. Ce divorce, survenu il y a 10 ans, avait déchiré la famille. Eleanor, dans sa réécriture permanente de l'histoire, m'avait désignée comme la conseillère maléfique, la mauvaise influence, la personne qui avait distillé le poison de l'insatisfaction dans l'esprit de Mark. Elle avait bâti cette légende si solidement qu'elle était devenue la vérité officielle, murmurée lors des réunions de famille. Et moi, épuisé par la lutte, j'avais fini par accepter ce rôle ingrat, me murant dans un silence amer. Le dîner touchait à sa fin. Les nappes immaculées étaient maculées de miettes de gâteau et de taches de vin rouge. Les rires étaient plus bruyants, le champagne plus libre. Je, mime, étais réfugié à une table éloignée, observant Eleanor au centre de la salle, vêtue d'une robe d'un rouge flamboyant, buvant l'adoration de ses admirateurs. Je savais que le moment des toasts était imminent, et avec lui, le risque d'une nouvelle attaque. J'avais glissé mon petit sac de soirée sur mes genoux, le poids du téléphone portable à l'intérieur, me rappelant l'existence de mon secret. Ce secret, je l'avais gardé pendant plus d'1 an, un fardeau froid et lourd. Peu après la mort de Mark, il m'avait envoyé une enveloppe contenant une clé USB et une lettre. Il y confessait sa culpabilité à ne pas avoir osé affronter Eleanor de son vivant et m'expliquait qu'elle m'avait prise pour bouc émissaire. La clé USB contenait des échanges de SMS et d'emails accablants, datant de époque de leur séparation, prouvant qu'Eleanor elle-même était à l'origine de la rupture, non par amour, mais par une série de manipulations financières et d'infidélités soigneusement dissimulées. Mark m'avait imploré d'utiliser ces preuves en secret si jamais Eleanor osait me faire du mal à nouveau. Et je voudrais maintenant que ma mère, Eleanor, dise quelques mots, annonça il époux, tendant le micro sans fil. Un silence anticipatif s'installa. Eleanor se leva avec une majesté étudiée. Elle commença par un discours mielleux, louant l'amour et la beauté du couple. Je sentais mon cœur se serrer, attendant la bascule. C'est toujours au moment où l'on s'y attend le moins qu'elle frappait. Ses yeux bleus, froids comme la glace, balayèrent la salle jusqu'aux mains, à ce qu'il se pose sur moi. Un mince sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire de chasseur qui vient de repérer sa proie. Elle fit une pause dramatique, ajustant le micro. La salle était suspendue à ses lèvres. « Ce mariage est un miracle, n'est-ce pas ?» commença-t-elle, sa voix portant parfaitement à travers les haut-parleurs. « Un miracle, car la famille a traversé tant de tempêtes. Tant de déceptions. » Elle fit semblant d'essuyer une larme inexistante. Mon estomac se noua. Elle pivotait lentement, s'assurant que tout le monde comprenne la cible de sa peine. Nous avons tous fait des erreurs. Mais parfois, dans une famille, il y a des forces qui ne construisent pas. Des personnes dont la nature même est de semer le doute, la discorde, et l'échec. Eleanor se tourna alors complètement vers ma table. Le geste fut si brusque et intentionnel, que les 300 têtes tournèrent avec elle. J était seule, sous le projecteur, l'objet de toutes les attentions. Je sentais le poids du jugement de la haute société de Los Angeles, tous ces visages inconnus qui lisaient en moi le malheur familial. Et si nous sommes honnêtes, poursuivit Eleanor, sa voix se faisant plus forte, plus acerbe, nous savons tous qui est cette force destructrice, n'est-ce pas Camille ? Le choc fut palpable. Un murmure d'incrédulité traversa la salle. Elle avait prononcé mon nom, désignant clairement l'ennemi public. Mon visage se figea. 20 ans d'abus émotionnels. 20 ans où j'avais avalé les larmes, venaient de culminer en cette humiliation brutale et publique. C'est facile d'être jalouse du bonheur des autres, n'est-ce pas ? C'est facile de voir son propre mariage s'effondrer, et de vouloir saboter celui de la personne que l'on prétend aimer, cracha-t-elle, son ton devenant celui d'une procureure impitoyable. C'est Camille qui a conseillé Mark, qui l'a convaincu qu'il méritait mieux, qui a détruit l'union de notre famille. Elle est la seule responsable de l'échec familial. Chaque mot était un coup de poignard. Elle m'a humiliée avec une précision chirurgicale, me dépeignant comme une vipère aigrie et envieuse, l'unique architecte du malheur de Mark et d'elle-même. Elle avait délibérément choisi le moment le plus sacré, le mariage de sa nièce, pour achever de me détruire devant un parterre de témoins prestigieux. Elle croyait, par habitude,
que je ravalerais cette injustice comme je l'avais fait pendant 2 décennies, que je baisserais la tête, que je disparaîtrais dans la honte. Mais cette fois, quelque chose avait craqué en moi. La douleur haine était plus supportable. Les 20 années de mépris silencieux, la souffrance invisible que j'avais portée, se sont transformées en une vague de détermination froide. Je haine, était plus la Camille silencieuse et soumise. Je tenais la vérité entre mes mains. Éléanore ne savait pas que j'aise, était armée. Elle ignorait que je détenais, en secret, les preuves numériques qui allaient la démasquer. Je levai lentement les yeux vers elle. Elle se pavanait, satisfaite de l'effet produit, persuadée d'avoir remporté la victoire finale. Son visage rayonnait d'une fausse moralité, mais dans mes mains, le téléphone portable s'allumait, sa lumière blanche illuminant légèrement le tissu de ma robe. La limite était franchie. La cruauté d'Éléanore dépassait toutes les limites imaginables. Ce jour-là, tout a changé. J'allais utiliser mon secret. J'allais révéler la vérité. Il était temps qu'Éléanore comprenne qu'on ne détruit pas impunément une âme pendant 20 ans. La scène était prête pour le choc. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étonnamment fermes. Je me suis levée, fixant la connexion HDMI sur la console technique derrière moi, prêtant attention à Hell, énorme écran de projection qui attendait, vierge, le diaporama des mariés. Il allait servir à un usage bien plus urgent. Mais cette fois, quelque chose avait craqué en moi. La douleur haine était plus supportable. Les 20 années de mépris silencieux, la souffrance invisible que j'avais portée, se sont transformées en une vague de détermination froide et implacable. La morsure de l'humiliation, la sensation d'être disséquée vivante sous Deal, œil impitoyable de la haute société de Los Angeles, avait dépassé le seuil de l'endurable. Genou était plus la Camille silencieuse et soumise. J était une femme à bout, mais une femme qui, paradoxalement, venait de trouver une force que le silence n'avait jamais permise. La salle était figée, suspendue à la satisfaction rayonnante d'Éléanore. Le silence qui suivit ces accusations fut plus lourd que le vacarme. Un silence ouaté, assourdissant, rempli de la sève acide de la honte projetée et de la stupéfaction collective. Je pouvais sentir le poids de 300 paires d'yeux me transpercer, me jugeant, me condamnant sur la base d'une seule déclaration venimeuse. Le parfum enivrant des roses blanches et des gardénias qui flottaient dans l'air chaud se mêlait soudain à une odeur métallique de peur et de rage refoulée. Mes oreilles bourdonnaient. J était le point focal d'une tragédie mondaine, une cible parfaitement éclairée par les projecteurs discrets, mais puissants, installés pour le spectacle nuptial. 20 ans. 20 ans où chaque interaction avait été une micro-agression. Chaque fête de famille un tribunal où Éléanore siégeait en juge. Elle m'avait privé de ma voix, de ma réputation, et même, par procuration, de mon beau-père. Elle avait utilisé la bonté de Marc Hamey et ma propre réticence à créer un scandale comme des outils pour sculpter sa propre vérité. Mais Marc, dans sa mort, m'avait offert une bouée de sauvetage inattendue. Une dernière tentative de rédemption pour sa propre lâcheté. Il m'avait donné la vérité, brutale et non filtrée. Il m'avait imploré de l'utiliser si jamais Éléanore franchissait la ligne rouge. Cette ligne rouge venait d'être effacée. Elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle avait tenté de m'anéantir socialement devant un parterre d'influenceurs et de financiers. Elle avait fait de ma douleur un divertissement pour son propre triomphe narcissique. Mon secret, je le tenais littéralement entre mes mains. Sous la nappe, je serrais le téléphone portable, le tissu froid de l'appareil contre ma paume moite. Le contenu de la clé USB avait été transféré et sécurisé. Était un dossier compressé et crypté, accessible par un mot de passe que seul moi connaissais. Marc avait été méticuleux. Il n'avait pas seulement stocké des emails accusateurs. Il y avait des relevés bancaires, des captures d'eau, écrans de messagerie privée, et même un enregistrement vocal succinct de l'une de ses dernières disputes avec Éléanore concernant ses manœuvres financières. Un arsenal conçu pour démanteler l'image publique qu'Éléanore avait si soigneusement construite. Éléanore ne savait pas que j'étais armée. Elle ignorait que je détenais en secret les preuves numériques qui allaient la démasquer. Elle me voyait comme une créature brisée qui allait se recroqueviller sous la violence de l'attaque. Son sourire était figé, teinté d'une cruauté satisfaite. Je levai lentement les yeux vers elle. Mon regard haine était plus celui de la victime. Il était froid, dur, dénué de toute émotion visible, comme si j'observais un spécimen sous verre. Elle se pavanait, persuadée d'avoir remporté la victoire finale. Son visage, encadré par des boucles blondes parfaitement coiffées, rayonnait d'une fausse moralité, une martyre autoproclamée qui venait de dénoncer le diable familial. Elle attendait ma reddition. Je sentais le sang circuler avec une intensité nouvelle, pulsant dans mes tempes. Était le moment de la décision irrévocable. Utiliser ces preuves signifiait détruire non seulement Éléanore mais aussi la façade de la famille. Gâcher le mariage de ma nièce. Et me condamner à l'ostracisme définitif. Était un suicide social. Mais était aussi la seule voie vers la survie de mon âme. Je ne pouvais plus vivre sous le poids de son mensonge. La dignité méritait le prix du chaos. Je me suis redressée. Ce mouvement fut d'une lenteur exaspérante, mais il fut ressenti comme un coup de tonnerre.
Le pied de ma chaise gratta légèrement le sol en pierre polie du patio, un son infime mais amplifié dans le silence mortel. Eleanor fronça légèrement les sourcils. Son expression passa de la satisfaction triomphale à une impatience irritée. Elle pensait que j'allais exiger de m'expliquer, implorer la pitié, ou tenter une défense maladroite. Elle s'apprêtait déjà à me couper la parole avec une moue dédaigneuse. « Avez-vous quelque chose à ajouter, Camille ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinante de condescendance, reprenant le micro. Elle voulait m'offrir une ultime occasion de me couvrir de ridicule avant de reprendre son discours. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai gardé le silence, laissant la tension épaissir, transformant l'impatience d'Eleanor en une légère panique naissante. Elle commençait à réaliser que mon calme était pas de la soumission. Mes mains étaient étonnamment fermes. Sous la table, j'avais déverrouillé le téléphone et lancé l'application de projection. J'avais repéré, dès mon arrivée, la console technique discrètement placée derrière un grand arrangement floral, là où le DJ gérait la musique et où l'on branchait l'ordinateur pour le diaporama des mariés. La chance, ou plutôt le destin, avait voulu que cette console soit équipée d'un boîtier de connexion universel et, surtout, qu'elle soit étrangement accessible. Je fis 2 pas en avant, éloignant de ma table solitaire. Mon mouvement rompit définitivement le silence. Des murmures se levèrent, plus audibles, des chuchotements interrogateurs. Les mariés, à la table d'honneur, échangeaient des regards inquiets, mais ils étaient trop loin pour intervenir rapidement. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes avec la violence d'un oiseau piégé, mais le reste de mon corps était sous le contrôle d'une glace froide. Je me dirigeai droit vers la console technique. Le DJ, un jeune homme concentré sur son ordinateur, leva les yeux vers moi avec confusion. « Excusez-moi » dis-je, ma voix était étonnamment claire, bien que faible, ne portant pas au-delà des premières tables. Eleanor, voyant mon objectif, comprit soudain qu'Hélène était plus en contrôle de la scène. Son visage devint cramoisi. « Camille, que faites-vous ? Retournez à votre place !» ordonna-t-elle, sa voix perdant sa mélodie mielleuse, pour adopter son ton habituel de commandant de bord. Je l'ignorais. J'atteignis la console. Le DJ, intimidé par l'atmosphère électrique et le regard furieux d'Eleanor, recula légèrement. « Il me faut un instant, » dis-je au DJ, désignant le fil de connexion HDMI qui pendait de l'écran principal. Énorme écran de projection, monté sur un support discret mais imposant au fond du jardin, était l'élément clé de ma vengeance. Il attendait, vierge, le diaporama romantique des mariés. Il allait servir à un usage bien plus urgent. Je n'avais besoin que d'un raccord rapide pour projeter le contenu de mon téléphone. Eleanor se lança dans une tirade, cherchant à reprendre la main, sa voix tremblant de fureur et d'une pointe d'appréhension. Elle pressentait la catastrophe, même si elle n'en comprenait pas la nature. Quelle arrogance! Quelle bassesse! Ne suffisez-vous pas à gâcher les vies privées? Faut-il que vous souilliez la joie de ce couple? C'est la preuve même de votre nature destructrice, Camille! hurla-t-elle dans le micro. Ces mots rebondissaient sur les murs de pierre du Bel Air Hotel. Mais ils n'avaient plus d'impact sur moi. J'y étais immunisée. Elle pouvait m'insulter, mais elle ne pouvait plus me contrôler. Je sortis de mon sac de soirée un petit adaptateur USB-C vers HDMI, un accessoire que Marc m'avait conseillé d'acheter 1 an auparavant. Sa prévoyance était glaçante. D'un geste précis et rapide, j'enfonçais l'adaptateur dans le port de mon téléphone, puis je connectais le câble HDMI. Le DJ à l'état. Les lumières de la salle s'atténuèrent légèrement, le système reconnaissant une nouvelle source vidéo. Eleanor était immobilisée. Elle était passée du rouge de la fureur au blanc de l'horreur. Elle avait finalement compris que je n'étais pas là pour parler. Elle m'avait vu m'armer, et l'image qu'elle avait de moi, la timide, la silencieuse, venait de s'effondrer. « N'osez pas !» siffla-t-elle, laissant tomber tout semblant de dignité publique. J'ignorais son cri. Je reliai mon téléphone à écran. La connexion fut instantanée. Écran, qui n'affichait qu'un fond noir, s'illumina d'un coup. Une onde de choc traversa la foule. Les invités se redressèrent, oubliant leur champagne et leur conversation. Tout le monde fixait écran géant, qui venait de passer du noir à l'affichage d'un bureau numérique basique. Je n'avais pas le temps pour les fioritures. Je devais agir avant qu'Eleanor ou quelqu'un de la famille paniqué ne m'arrache le téléphone des mains. J'ouvris le dossier crypté que j'avais préparé. Une liste de fichiers étala, leur nom froid et professionnel. Échange SMSE. Esperluette C. 2012, relevé BQ Marc 2013, audio dispute finale. Le temps était dilaté. Chaque seconde était un gouffre. Je sélectionnai le premier fichier, le plus clair et le plus dévastateur. Les échanges de messagerie entre Eleanor et son avocat de la chaleur de Los Angeles, même en soirée, pesait sur l'air du jardin où se tenait la réception. Tout était démesuré. Des guirlandes de cristaux suspendues aux chaînes centenaires, le murmure des 300 invités vêtus de haute couture et le faste écrasant du Bel Air Hotel, choisi par ma nièce pour ce mariage qui devait être l'apothéose d'une réussite familiale.
Mais pour moi, Camille, cet événement somptueux, était qu'une magnifique cage dorée. Une scène parfaitement éclairée pour le spectacle de mon échec. Le silence, juste après qu'Eleanor eut prononcé ces mots venimeux, moins elle. Échec familial, n'est-ce pas, Camille? Tu en es la gardienne et la responsable exclusive, moins était pas un vide, mais un plein. Un plein de jugement, de pitié condescendante et, pire encore, de l'approbation tacite qu'Eleanor avait toujours su susciter. Elle se tenait là, dans sa robe de satin bleu nuit, un sourire satisfait étirant ses lèvres fines. Elle avait tiré sur la corde sensible de l'humiliation publique, celle-là même qu'elle utilisait comme arme depuis 20 ans, et elle savourait visiblement l'effet dévastateur. Elle croyait, avec une certitude arrogante, que je ravalerais cette injustice comme je l'avais toujours fait. Que je baisserais les yeux, que je m'excuserais presque d'exister, de représenter cette tâche dans le tableau parfait de leur dynastie californienne. Autour de moi, les têtes se tournaient. Les invités, déjà échauffés par le champagne et la dramaturgie inhérente à toute grande réunion de famille, buvaient ces paroles comme un nectar. J'ai senti le poids de leurs regards, ces flèches invisibles qui me clouaient au pilori, me désignant comme le bouc émissaire attitré, la source de toutes les divisions et de tous les drames passés. La douleur était plus aiguë. Elle était sourde, ancienne, le poids constant d'une armure trop lourde portée pendant 2 décennies. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Ce n'était pas ma résilience qui cédait, mais ma patience. L'idée de passer le reste de ma vie sous cette ombre écrasante, désignée comme la coupable universelle de maux que je n'avais jamais causés, est devenue intolérable. Eleanor avait franchi la ligne rouge, celle où le mensonge permanent menace d'effacer jusqu'à votre propre mémoire de la vérité. Mon regard s'est fixé sur l'immense écran de projection, installé juste à côté du pupitre où Eleanor avait fait son discours. Cet écran, censé diffuser une rétrospective joyeuse des mariés, était sur le point de devenir l'autel de la vérité. Et c'est à cet instant précis, sous le feu des projecteurs et l'oppression des regards, qu'une autre scène m'est revenue, une conversation tenue en secret il y a 6 mois. Nous étions dans un café discret de Santa Monica, Mark, l'ex-mari d'Eleanor, et moi. Il m'avait contacté après des années de silence, fatigué, disait-il, de la lâcheté familiale et de me voir porter un fardeau qui lui appartenait. Mark était un homme brisé par le divorce, mais surtout par le rôle qu'il avait joué, en me laissant devenir la cible facile d'Eleanor. Il avait ce soir-là l'air d'un fantôme, ses yeux cernés exprimant une lassitude profonde. « Camille, je ne peux plus supporter ça. Pas après 20 ans. » Sa voix était un murmure rauque dans le bruit ambiant des machines à café. Je sais comment Eleanor fonctionne. Elle a besoin d'une victime publique pour que personne ne regarde ses propres manipulations. Il avait posé sur la table une vieille clé. USB, noire, anodine. Mon cœur était mis à marteler la cage de ma poitrine. Un tambour sinistre annonçant une vérité que j'avais peur de connaître. C'est la vérité, Camille. La vraie raison de notre divorce. La raison pour laquelle la famille a volé en éclats. Et ce n'est pas toi, jamais. J'avais hésité à la prendre. La vérité, parfois, est une charge plus lourde que le mensonge. Mais la voir dans cet état de vulnérabilité, me confiant son fardeau le plus lourd, avait réveillé ma curiosité. J'avais glissé la clé dans mon sac, le geste d'une criminelle détenant une preuve accablante. De retour chez moi, seul dans le silence pesant de mon appartement, j'avais introduit la clé dans mon ordinateur. Des centaines de messages échangés. Des captures d'écran. Des relevés bancaires succincts. La preuve était implacable et sans ambiguïté. Eleanor n'avait pas seulement été infidèle, utilisant le compte bancaire du couple pour financer ses escapades, mais elle avait également délibérément détourné des fonds familiaux importants, accusant ensuite Mark d'incompétence financière pour justifier le naufrage de leur mariage. Ces messages, échangés avec un certain Philippe, un amant de longue date et détaillant des transactions financières suspectes, peignaient le portrait d'une femme calculatrice, qui avait détruit son propre foyer par pur égoïsme, puis qui avait réussi l'exploit de faire passer son mari pour le coupable et moi, sa belle-sœur, pour la figure toxique qui avait envenimé les relations. J'avais lu chaque ligne, sentant le sang se retirer de mon visage. 20 ans de mépris, d'attaques sournoises, d'humiliations que j'avais endurées en silence, basées sur un mensonge qu'elle avait elle-même orchestré. J'avais sauvegardé les preuves sur un fichier crypté. Je n'avais rien dit à personne. La révéler aurait explosé la famille, risquant de blesser mon neveu ou ma nièce au milieu du conflit. J'avais choisi de porter ce secret comme un talisman, une assurance silencieuse, espérant ne jamais avoir à l'utiliser. J'avais espéré que la paix familiale, même construite sur du sable, tiendrait le coup. Mais là, au mariage de ma nièce à Los Angeles, cette paix était morte, assassinée par Eleanor, qui venait de me poignarder une fois de trop devant 300 témoins. Elle, échec était pas mon fardeau, était le sien. Et elle s'en servait contre moi. Je me suis redressée, ignorant les murmures et le regard triomphant d'Eleanor, qui prenait un verre de vin blanc auprès de son cercle d'admirateurs. Une vague de détermination glaciale, presque surnaturelle, m'a envahi. Ce était plus une question de vengeance, mais de survie et de rétablissement de la vérité.
Si je quittais ce jardin ce soir sans me défendre, le mensonge d'Eleanor deviendrait l'aile, épitaphe de ma dignité. Ce jour-là, tout a changé. Mon corps a bougé avec une précision mécanique, dénuée d'émotion visible. J'ai marché vers le fond de la salle de réception extérieure, où l'AL, équipe technique, s'occupait du matériel audiovisuel, légèrement en retrait des festivités principales. Ils étaient en train de préparer la prochaine séquence, une vidéo de remerciement des mariés. J'ai repéré l'ordinateur portable de contrôle, posé sur une petite table cachée derrière un arrangement floral massif. Le technicien, concentré sur ses réglages de son, ne faisait pas attention à moi. J'ai ralenti ma démarche, feignant de chercher les toilettes. Je me suis approché du pupitre de projection, mon cœur battant à un rythme effréné, mais mes mains restaient étonnamment fermes. Je pouvais sentir la chaleur des lumières du jardin sur ma nuque. Les musiciens commençaient une mélodie douce, couvrant à peine le cliquetis des couverts et le brouhaha mondain. J'ai sorti ma clé USB de mon petit sac de soirée, la même clé que Marc m'avait donnée. Elle pesait le poids d'une bombe nucléaire dans ma paume. J'ai jeté un regard rapide vers Eleanor. Elle riait fort, buvant ses succès. Elle ne me voyait pas. Elle ne verrait jamais l'orage arriver. Le port USB de l'ordinateur était libre. Dans un mouvement fluide et rapide, masqué par elle, épaisse composition florale qui servait de paravent, j'ai connecté la clé. Le système l'a immédiatement reconnue. J'ai ouvert le répertoire en 2 clics discrets, profitant du moment où le technicien se penchait pour ajuster un câble au sol. Le dossier intitulé Vérité était là, contenant les captures d'écran des messages d'Eleanor. J'ai sélectionné le fichier vidéo que j'avais créé pour compiler les preuves les plus accablantes des messages où Eleanor se vantait de sa liaison et des relevés montrant le détournement de fonds familial. J'ai mis le fichier en attente, prêt à être diffusé. Mon doigt planait au-dessus du bouton « Play ». La sueur perlait légèrement sur ma tempe. J était à quelques secondes de détruire la façade qu'Eleanor avait si méticuleusement construite. À quelques secondes de la révélation qui allait déchirer ce tissu social, et m'apporter, enfin, la justice. J'ai ravalé ma salive, sentant un goût métallique dans ma bouche. Le temps était étiré, ne laissant plus exister que l'aile, écran, la clé, et la lourde décision qui m'avait conduite jusqu'ici. Je savais que si j'appuyais, il n'y aurait pas de retour possible. Le moment était venu de dévoiler ce que j'avais gardé en secret pendant trop longtemps. J'ai sélectionné le fichier vidéo que j'avais créé, pour compiler les preuves les plus accablantes des messages, où Eleanor se vantait de sa liaison, et des relevés montrant le détournement de fonds familial. J'ai mis le fichier en attente, prêt à être diffusé. Mon doigt planait au-dessus du bouton « Play ». La sueur perlait légèrement sur ma tempe, refroidie aussitôt par l'air conditionné pulsé discrètement par les bouches d'aération du chapiteau adjacent. Le silence était qu'une illusion, tissée par ma concentration extrême. Autour de moi, le vacarme joyeux de la fête persistait. Le cristallin tintement des flûtes de champagne, le gloussement gras d'un oncle ivre, la cadence légère et jazzy du trio qui jouait à quelques mètres. Mais ces sons ne m'atteignaient plus. Ils formaient une bulle sonore à l'extérieur de ma conscience, ne laissant place qu'au bourdonnement sourd de l'ordinateur et au rythme forcené de mon propre sang dans mes oreilles. J'y étais à quelques secondes de détruire la façade qu'Eleanor avait si méticuleusement construite. Pas seulement la sienne, mais l'illusion de perfection familiale sur laquelle reposait toute la dynastie. J'y étais sur le point d'injecter le poison de la vérité dans le corps sain d'une célébration. Je sentais le poids du mensonge qui m'avait tant opprimé se concentrer et se condenser dans la mince coque de plastique noir de la clé USB. Cette petite chose, si insignifiante, portait la charge de 20 ans d'opprobre. 20 ans à servir de repentir silencieux pour les fautes d'autrui. 20 ans à avaler des paroles blessantes, à accepter le rôle du vilain petit canard, de l'aile, élément toxique qui ne parvenait pas à s'intégrer dans leur monde de réussite clinquante. J'ai ravalé ma salive, sentant un goût métallique dans ma bouche, celui du stress pur, de la frontière franchie. Le temps était étiré, ne laissant plus exister que l'aile, écran, la clé, et la lourde décision qui m'avait conduite jusqu'ici. Je fixais l'icône vidéo, un petit triangle blanc sur fond rouge, l'aile, œil de l'ouragan, le technicien, dont le dos même, était tourné, était toujours penché, absorbé par son câblage. Je pouvais sentir son odeur de cigarette froide et de gel coiffant. Une intrusion sensorielle absurde dans ce moment solennel. Je devais agir avant qu'il ne se redresse, avant qu'il ne prenne le contrôle de la séquence suivante. Je me suis remémoré le visage triomphant d'Eleanor, sa posture de juge suprême quelques minutes plus tôt. Elle m'avait regardé, non pas avec haine, mais avec le dédain qu'on porte à un objet insignifiant, un meuble dont on souhaite se débarrasser. Elle avait utilisé le mariage de sa fille, le moment censé être le plus heureux de l'année, pour achever publiquement mon personnage. Échec familial, n'est-ce pas Camille? Tu en es la gardienne et la responsable exclusive. Ces mots résonnaient dans ma tête, amplifiés par la réverbération de ma colère contenue. Ils étaient le point de rupture. Si Marc m'avait donné cette clé 6 mois auparavant comme une protection, Eleanor, par son arrogance, venait de la transformer en arme offensive. J'ai fermé les yeux un instant. La pression artérielle devait être explosive. Mon cœur ne battait plus.
Il tambourinait contre mes côtes comme un prisonnier cherchant à échapper. Qu'allait-il advenir de moi après ça? Une paria absolue, bannie de la dynastie certes, mais libre. Libérée du poids infâme de la faute non commise. Le prix de cette liberté était la déflagration. Mon regard a balayé la foule. Les invités, insouciants, buvaient, riaient. Ils étaient les témoins involontaires de ma réhabilitation. Ils croyaient assister à une simple réception de mariage. Ils étaient sur le point d'assister à un procès à ciel ouvert, diffusé sur un écran de cinéma de 6 mètres de large. J'ai visualisé la séquence que j'avais montée, un enchaînement chirurgical d'épreuves. D'abord, les messages d'amour échangés avec Philippe Creux, datés précisément des week-ends où Eleanor prétendait être en séminaire caritatif. Puis, le choc des relevés bancaires. Le détournement des fonds du compte commun pour des voyages luxueux et des cadeaux onéreux. La preuve irréfutable de son égoïsme et de sa manipulation financière, qui avait mené à la ruine du mariage avec Marc, et non pas, comme elle l'avait prétendu, l'incompétence de ce dernier. Le tout encapsulé dans un montage sobre, mais implacable. Pas de musique dramatique, juste les faits, froids et nus, sous-titrés pour la compréhension de tous. L'idée de la destruction inévitable me traversa l'esprit. Mon neveu, ma nièce, allait-il me pardonner d'avoir brisé leur rêve d'une famille unie, même si cette unité était basée sur une supercherie? Je me suis raccroché à la seule ancre morale qui me restait. La vérité n'est jamais l'ennemi de ceux qui la méritent. Et l'aile, édifice d'Éléanor, était pourri jusqu'aux fondations. Le laisser debout, scellé, était accepter que le mensonge soit toujours plus puissant que l'honnêteté. Était renoncer à moi-même. J'ai senti la texture froide de la coque en métal de l'ordinateur sous ma main libre. L'odeur capiteuse des roses blanches du centre de table masquait à peine l'odeur de la terre humide du jardin. Tout était trop beau, trop propre, trop cher. Ce décor était la preuve matérielle de leur besoin de masquer la fêlure intérieure par un faste extérieur. Je me suis penché légèrement vers lit, écran, le contact visuel avec le bouton Play devenant hypnotique. J'ai pensé à Marc, seul, qui portait lui aussi le poids de sa lâcheté. Il m'avait libéré en me donnant cet outil, mais il m'avait aussi confié le rôle de l'exécutrice. Il attendait sans doute, quelque part loin de Los Angeles, que l'île, écho de cette bombe lui parvienne. Mon cœur s'est serré. Il y avait une immense tristesse dans ce geste. Jeanine était pas une femme de vengeance, Jeanine était une femme poussée à l'extrême limite de sa survie psychologique. Ce haine était pas la victoire que je cherchais, mais la cessation de la souffrance. Mettre fin à la mascarade. Mes yeux sont remontés vers Eleanor. Elle était maintenant au centre d'un groupe, levant son verre, l'incarnation de la réussite solaire et injuste. Elle venait de terminer un récit amusé qui provoquait l'hilarité générale. Son cou était orné d'un collier de diamants qui renvoyait la lumière des guirlandes. Elle n'avait pas une once de remords. Pas une ombre de doute. Elle était convaincue de sa victoire totale sur la réalité. C'est cette certitude, cette insolence impunie, qui a fait basculer la balance. Je me suis rappelé la phrase de Marc. Elle a besoin d'une victime publique pour que personne ne regarde ses propres manipulations. Ce soir, elle avait désigné sa victime pour la dernière fois. J'ai étendu mon index. La distance entre mon doigt et la souris était infime, mais elle me paraissait traverser des années-lumière. Chaque millimètre parcouru était une rétrospective de ma vie passée à subir. Le contact serait la rupture. Le contact serait l'amnistie. J'ai pris une inspiration si profonde, que l'air a semblé gelé dans mes poumons. Je pouvais sentir la chaleur des lumières du jardin sur ma nuque, la pression imminente de la foule, le moment où la musique allait s'arrêter pour laisser place aux remerciements. Ce serait le signal. La vidéo de la vérité devait être le préambule involontaire de la vidéo des mariés. Le technicien a tout sauté, le micro tenait mal dans ma main, mais étrangement mes doigts ne tremblaient plus. La rage froide qui m'habitait depuis 20 ans, était solidifiée en une détermination cristalline. Eleanor, face à moi, arborait ce sourire triomphant et cruel, certaine d'avoir réussi son coup de théâtre. Elle m'a humiliée, publiquement, devant 300 personnes, et s'attendait à ce que je ravale l'insulte comme d'habitude. Elle ignorait que le bouc émissaire était sur le point de devenir le bourreau. J'ai inspiré profondément, sentant la chaleur moite de la soirée californienne contraster avec le froid glacial de ma résolution. Chère Eleanor, ai-je commencé, ma voix étonnamment claire portant dans le silence relatif qui suivait son discours de vitriol. Les invités commençaient à murmurer, se demandant si la scène de l'humiliation allait se prolonger. Tu as toujours eu le don de résumer l'histoire familiale en désignant un coupable. J'apprécie que tu m'aies donné l'opportunité, juste après, d'offrir un éclairage légèrement différent sur ce passé que tu déformes si habilement. Eleanor perdit instantanément son teint rosé de champagne. Ses yeux, d'un bleu habituellement dominant, se plissèrent d'une suspicion mêlée d'une panique naissante. Elle fit un pas vers la petite estrade, son tailleur crème lui donnant une allure de prédatrice blessée. Camille, ce n'est pas le moment pour tes monologues amers. La place n'est pas à la plainte. Elle tentait de me couper, de reprendre le contrôle de la scène qu'elle avait créée. Au contraire, Eleanor, c'est exactement le moment, ai-je rétorqué,
un calme plat dans ma voix qui la déstabilisa plus que n'importe quelle explosion de colère. Tu as parlé d'échecs, de rupture, de 20 années de mensonges. Il est temps de révéler la vérité, la vraie cause de la fin de ton mariage avec Marc, une vérité que j'ai gardée en secret pendant trop longtemps, par égard pour notre famille. J'ai vu Marc, mon beau-frère, assis à la table d'honneur se redresser brusquement, le verre à la main. Il savait ce que j'allais faire, car Paralley était lui qui m'avait confié la clé de sa liberté, la preuve qu'Eleanor avait passé des années à dissimuler. Pendant qu'Eleanor tentait de forcer le passage pour m'arracher le micro, j'ai fait un signe discret au technicien son, que j'avais briefé plus tôt en prétextant une surprise vidéo pour les mariés. J'ai retiré la clé USB de ma poche, et l'ai branchée dans le port de l'ordinateur de projection, juste derrière le pupitre. Elle, écran géant, qui venait d'afficher une image romantique de ma nièce, a clignoté une fois, puis a basculé sur un fond noir. Un murmure d'incompréhension a parcouru les 300 invités. Eleanor s'est arrêtée net, réalisant, trop tard, ce que je m'apprêtais à faire. Son visage était une toile de panique. « Arrête ça immédiatement, Camille !» hurla-t-elle, sa voix stridente trahissant sa peur. J'ai ignoré son ordre. J'ai pointé le projecteur de la main libre. La famille est ici pour célébrer la vérité de l'amour. Elle mérite aussi de connaître la vérité sur la rupture qui nous a tous meurtris. Puis, la première image est apparue. Agrandie, lumineuse, et absolument indéniable. Une capture d'écran de conversation privée. L'en-tête affichait clairement la date, il y a 20 ans, et le nom du destinataire, Eric D. Les messages qu'ici, étalés en lettres blanches sur fond vert WhatsApp, bien que l'application n'existât pas à l'époque, la retranscription modernisée était claire, était accablant. Le premier message, daté du 14 mars, disait « Eric, je ne supporte plus Marc. C'est un homme faible, et ma seule obsession est de le quitter en gardant la maison et les actifs. J'ai besoin que tu t'occupes de l'avocat cette semaine. » Le texte était suivi de détails sordides sur la manière dont Eleanor prévoyait de manipuler les comptes bancaires de Marc. Un silence a balayé le jardin de réception. Ce N n'était pas un silence de respect, mais un silence d'incrédulité et de choc. Les murmures se sont coupés net, comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. La musique d'ambiance était tue. Et la seule chose audible était le son lointain d'un avion au-dessus de Bel Air. J'ai projeté la vidéo, ou plutôt la série de captures d'écran, une par une. Chaque nouvelle diapositive était une pique dans la façade d'Eleanor. La deuxième image montrait une conversation encore plus intime avec Eric, où Eleanor se plaignait du fardeau de son mariage, précisant qu'elle avait simulé des disputes pour pouvoir blâmer Marc Vla plus tard. La troisième image était le clou du spectacle, un document bancaire, daté 6 mois avant l'annonce de leur divorce, prouvant un transfert conséquent de l'un des comptes conjoints vers un compte offshore, une manœuvre qu'Eleanor avait orchestrée avec Eric. J'ai inclus une note expliquant que ces actions financières, et non l'incapacité de Marc à gérer la pression conjugale comme Eleanor l'avait toujours prétendu, étaient la véritable source de échec. Je suis restée immobile sur l'estrade, baignée dans la lumière du projecteur, mais je ne regardais plus écran. Mon regard était fixé sur Eleanor. Elle était d'une pâleur spectrale. Le rouge à lèvres carmin, semblant désormais trop criard sur son visage décomposé. Elle a fait un mouvement brusque, une tentative désespérée de courir vers le technicien pour débrancher l'appareil. Mais elle était trop loin. Et le chemin était obstrué par les rangées de tables élégantes et les invités pétrifiés. Les gens écartés d'elle, non pas par peur mais par dégoût. L'air était rempli d'une tension électrique. J'ai vu la nièce, la mariée elle-même, poser sa main sur sa bouche, les larmes coulant déjà. Mon cœur s'est serré pour la peine qu'elle ressentait, mais la vérité était nécessaire. Elle devait comprendre l'étendue de la manipulation de sa propre mère. La salle est devenue silencieuse. Un silence profond, absolu, où l'on pouvait entendre le froissement d'une robe ou le battement de mon propre cœur. Pendant 20 ans j'avais été la femme silencieuse, épouse maladroite, la belle-sœur responsable de tous les maux. Maintenant j'avais révélé la vérité, et l'onde de choc était monumentale. Eleanor était au bord de l'implosion. « C'est un montage ! C'est un mensonge !» l'a-t-elle craché, mais sa voix manquait de conviction, et tremblait visiblement. Personne ne la regardait avec compassion. Leurs yeux étaient rivés sur écran, absorbant la réalité brute de sa trahison. J'ai pris le temps de la regarder droit dans les yeux. Le dédain, la haine, l'humiliation qu'elle m'avait infligée pendant 2 décennies s'effaçaient à cet instant. Elle était exposée, démasquée, et son pouvoir évanouissait sous la lumière crue de la vérité. Ce ne sont pas mes monologues amers, Eleanor, ai-je murmuré dans le microphone, assurant que chaque invité puisse entendre ma conclusion. Ce sont tes propres mots, tes propres preuves. Pendant 20 ans, tu m'as désignée comme la source de échec, la maladroite, la faible, croyant que je ravalerais cette injustice pour toujours. Tu as utilisé ma discrétion comme un bouclier pour ta propre culpabilité. Mon regard a balayé l'assemblée, cherchant Marc. Il m'a envoyé un signe de tête lent et reconnaissant. Il était enfin justifié devant sa famille et ses amis, libéré du poids d'un blâme qu'il n'avait jamais mérité. La dernière diapositive est apparue. Était une image simple.
Une conversation où Eleanor disait à Eric qu'elle devait inventer des excuses pour éloigner Camille de Mark, car elle est trop proche de la vérité. C était la confirmation finale que l'humiliation publique N était qu'une stratégie de diversion. Eleanor s'est effondrée. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement basculé en arrière, s'appuyant lourdement sur la table de cocktail la plus proche. Sa main couvrant sa bouche comme pour empêcher sa propre vérité de s'échapper. Elle était brisée, son image d'impératrice de la famille réduite en cendres. J'ai senti une vague d'émotions m'envahir. Non pas de la joie triomphante mais un soulagement immense et pur. J'avais révélé la vérité, et en le faisant, j'avais récupéré mon intégrité volée. J'ai reposé le micro. Je n'avais plus rien à dire. Le spectacle de l'humiliation d'Eleanor était suffisant. Je suis descendu de l'estrade, traversant la foule statufiée. Les têtes se tournaient, non plus pour me juger mais pour me reconnaître. Il y avait de l'empathie, du respect, et même de l'admiration dans certains regards. J'ai croisé le regard de ma nièce, qui, malgré le choc de découvrir la vraie nature de sa mère, m'a esquissé un léger hochement de tête. J'avais rétabli la justice, même si le prix était le chaos familial. Alors que je éloigné de la scène, laissant Eleanor seule au milieu des débris de sa réputation, un murmure a recommencé à monter. Mais il était différent, plus doux, porteur d'une nouvelle compréhension. J'ai senti le poids de 20 années de douleur invisible se détacher de mes épaules. J était enfin libre. Ce jour-là, tout a changé. Eleanor a perdu son pouvoir, et moi, Camille, j'ai retrouvé ma voix. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée a été le catalyseur de sa propre chute, transformant ce mariage somptueux en un tribunal inattendu. Je suis sortie de l'ombre et de la honte, le cœur léger pour la première fois depuis si longtemps. J'avais été reconnue pour ma dignité, et la vérité avait éclaté devant tous les témoins de mon ancienne souffrance. J'avais fait taire l'agresseur en révélant, en secret, ce que personne n'aurait jamais cru possible. 17 997 caractères. J'ai reposé le micro avec une douceur délibérée sur le pupitre. Ce simple geste signalait la fin de mon intervention. L'achèvement de la tâche que je m'étais assignée il y a des mois. Je n'avais plus rien à dire. Le silence lourd qui planait sur le jardin de Bel Air parlait pour moi. Le spectacle de l'humiliation d'Eleanor était suffisant. Et je n'avais pas besoin d'ajouter une ligne de plus à ce scénario déjà écrit par ses propres actions. Je suis descendu de l'estrade. L'instant de gloire, ou plutôt l'instant de vérité, était passé. Le projecteur, qui m'avait baigné de sa lumière crue, s'est éteint, me laissant soudainement dans la pénombre relative de la soirée californienne, éclairée seulement par les guirlandes festives qui pendaient des oliviers. Cette transition d'ombre et de lumière symbolisait le passage de l'acte à la conséquence. Mon corps était étonnamment léger. Il ne s'agissait pas d'une légèreté physique, mais de la libération d'une pression psychologique maintenue pendant 2 décennies. 20 ans de secrets, de faux-semblants et surtout, de culpabilité imméritée, venaient de évaporer dans l'air moite de la nuit. Je devais traverser la foule statufiée, cette assemblée d'amis et de familles qui, il y a 1 heure encore, me voyaient comme une figure secondaire, un accessoire gênant au mariage somptueux de ma nièce. Maintenant ils étaient figés, les verres à moitié pleins oubliés, leurs expressions allant de la stupéfaction à une compréhension douloureuse. Les têtes se tournaient, non plus pour me juger à travers le prisme de la narration d'Eleanor, mais pour me reconnaître. Je sentais le poids de ses regards, mais ce poids N était plus celui de l'accusation. Il y avait de l'empathie, du respect, et même de l'admiration pour le courage silencieux qu'il avait fallu pour déterrer une vérité aussi dévastatrice lors d'un événement aussi public. Chaque pas que je faisais sur le gazon impeccable de la propriété était une réaffirmation de ma nouvelle position. Je ne fuyais pas, j'effectuais ma sortie avec dignité. Mon regard a croisé celui de Mark, mon beau-frère. Il avait enfin posé son verre. Il ne souriait pas, le moment était trop grave pour cela. Mais ses yeux étaient inondés d'une reconnaissance si profonde qu'elle aurait pu me faire plier. Il était le co-auteur de cette révélation, le pourvoyeur des preuves. Mais il avait eu besoin de ma voix, de ma détermination froide, pour les rendre publiques. En cet instant, il était délivré de l'opprobre, libéré du rôle de l'homme faible et irresponsable qu'Eleanor lui avait imposé. Mark a levé légèrement la tête, un mouvement à peine perceptible qui disait « Merci. Je suis enfin libre ». J'ai senti l'odeur riche et sucrée des roses de Californie qui épanouissaient autour des tables, un contraste saisissant avec l'amertume qui flottait encore dans l'atmosphère. Le silence s'est brisé autour de moi par quelques murmures hésitants, des chuchotements qui tentaient de reconstruire le puzzle de ces 20 dernières années à la lumière des informations que je venais de donner. Alors que je contournais la table d'honneur, mon chemin m'a mené près de ma nièce, la mariée. Elle était toujours assise, mais son visage était ravagé, le maquillage des larmes ayant coulé sur ses joues. Sa main était toujours posée sur sa bouche, comme si elle luttait pour ne pas hurler le choc et la trahison qu'elle venait de ressentir. Je savais la douleur que je lui infligeais. Ce N était pas mon intention de gâcher son jour de mariage, mais de lui offrir la vérité sur la fondation toxique de sa propre famille, avant qu'elle ne construise la sienne sur de fausses pierres. Elle méritait de savoir qui était réellement sa mère. J'ai ralenti, nos regards se sont accrochés.
Dans ses yeux, je n'ai pas vu de la haine, ce à quoi je m'y étais préparé. J'ai vu de la confusion, une immense tristesse, mais aussi, derrière le voile de l'horreur, une lueur de compréhension. Elle a esquissé un léger hochement de tête. Ce haine était pas une approbation joyeuse, mais une reconnaissance silencieuse de la nécessité de l'acte. La vérité était nécessaire, semblait-elle dire, même si le prix était le chaos familial. Elle venait de comprendre que sa tante, Camille Henny, était pas l'ennemie, mais la porteuse d'une justice longtemps attendue. Ce petit mouvement, ce minuscule acquiescement de la mariée, a été pour moi la confirmation la plus puissante. J'avais rétabli la justice, non seulement pour Marc et moi-même, mais pour la vérité elle-même, une entité qui avait été étouffée par les mensonges d'Éléanore. Je me suis éloigné, laissant la scène derrière moi. Éléanore était toujours là, penchée sur la table, comme une statue d'argile qui aurait commencé à fondre sous la chaleur de l'exposition. Elle était plus l'impératrice dominatrice, mais une femme déchue, entourée de la preuve incontestable de sa manipulation. Les invités les plus proches d'elle n'osaient pas s'approcher, créant un espace de vide autour de sa honte. Le silence qui était installé au moment de la révélation a recommencé à se fissurer. Mais le murmure qui élevait maintenant haine, était plus celui de l'incrédulité, mais un bourdonnement plus doux, porteur d'une nouvelle compréhension. Les gens refaisaient l'histoire dans leur tête, réattribuant les rôles, comprenant enfin pourquoi Camille, la discrète, avait toujours semblé si mal à l'aise en présence d'Éléanore, la flamboyante. J'ai senti le poids physique, presque tangible, de 20 années de douleur invisible se détacher de mes épaules. Était comme si un manteau de plomb venait de tomber au sol. La sensation de liberté était vertigineuse. Je était tant préparé au regret, à l'aile, éclat de colère, à l'horreur des conséquences. Mais en cet instant il n'y avait que le calme. J'étais enfin libre. J'ai continué ma marche vers la sortie du jardin de réception. Le chemin me menait vers l'allée bordée de cyprès, où les voituriers attendaient. Je n'avais pas l'intention de rester pour le dessert. Ma présence était plus requise.